Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui une vidéo qui va s'intéresser aux joueurs gagnants et aux joueurs perdants de l'ère Fabio Grosso. Le coach essaye de marquer de son empreinte sa présence à l'Olympique Lyonnais, ce qui est tout à fait normal. Il a décidé de remettre toute l'équipe au boulot, parce que vraiment ce qui m'a beaucoup surpris en ce début de saison, c'est le manque d'impact athlétique de nos joueurs, qui fait que on est tout simplement une des équipes en Europe qui gagnons le moins de duels, donc problème physique, problème mental. Difficile à dire, d'autant qu'on est censé quand même avoir augmenté le niveau athlétique de l'équipe avec le recrutement et que finalement sur le terrain ça ne se voit pas tellement, voire pas du tout. Donc je m'interroge vraiment sur la préparation. Vous savez que Martin Buchheit, donc directeur de la performance, a déjà plié bagage après 3 mois de présence à l'OL. Buchheit décrit comme une sorte de scientifique de la préparation physique, et quand on voit nos joueurs cette saison, on se retrouve un an en arrière avec la préparation intégrée de Peter Bosz. Fabio Grosso, donc lui, a une équation très très difficile à résoudre, puisque il doit réparer les têtes, il doit réparer les corps, il doit également trouver un collectif, trouver les joueurs en qui il peut avoir confiance, donc c'est très très compliqué. D'ailleurs, évidemment les résultats s'en ressentent, 3 matchs, 1 point pris seulement. Une équipe qui s'est écroulée en deuxième mi-temps face au géant lorientais, et un autre géant qui arrive à la reprise dans une dizaine de jours, c'est le Clermont Foot. Donc vous voyez vraiment des Everest à gravir. Le coach n'a pas eu peur de dire qu'effectivement à l'heure actuelle on jouait le maintien. Faut voir qu'on a déjà pas mal de points de retard sur le 16e, le 16e qui devra disputer un barrage, et tout le monde voit un barrage se profiler face à Saint-Étienne, alors que Santiago Cucci, le président du club, lui ne veut pas parler de maintien. Comme je l'ai expliqué dans l'onglet communauté, selon l'Afterfoot, il aurait même dit aux employés du club que selon les datas, l'OL était plus proche d'être européen que d'être relégable. Bon, je crois qu'il faut rester un petit peu sérieux. Alors justement, ce qui est bien avec Fabio Grosso, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'il est sérieux, qu'il sait ce qu'il veut faire, qu'effectivement il n'a pas encore totalement trouvé son groupe, parce qu'il y a des joueurs en qui il a accordé de la confiance et qui ne lui ont pas rendu cette confiance. Je pense notamment à Tolisso, évidemment, à Mama Baldé et d'autres. Donc depuis son arrivée, il a fait des choix très très forts, certains se retrouvant sur le banc, et puis évidemment d'autres par ricochet se retrouvant mis sur le devant de la scène. Donc on va regarder un petit peu une revue d'effectifs des joueurs qui ont profité nettement de l'arrivée de Fabio Grosso. Alors est-ce que c'est durable, est-ce que c'est temporaire, est-ce qu'ils ont répondu aux attentes et est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et puis ceux qui sont descendus nettement dans la hiérarchie. Alors évidemment j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu parler de Maitland-Niles qui ne joue plus du tout, mais moi je parle de joueurs qui avaient un statut important dans l'équipe, notamment qui pouvaient être titulaires et qui ne le sont plus, ou d'autres qui ne jouaient pas du tout et qui sont devenus des éléments majeurs de la rotation. Alors on va commencer avec un joueur franchement qu'on n'avait pas vu venir. Faut dire il n'avait pas beaucoup d'expérience, il avait surtout fait de la D2 belge à Molenbeek, donc pas les références les plus impressionnantes qui soient. Jake O'Brien, notre Irlandais, 1m97, défenseur central, 22 ans, il est quand même temps qu'il explose, notre ami. Et donc avant d'être titulaire à Reims, écoutez, il n'avait pas joué une seule minute en match officiel avec l'Olympique Lyonnais. Alors il est arrivé en trombe, puisque 2 matchs joués, 2 fois titulaire et l'ensemble du match joué. Donc évidemment une promotion pour lui. Il a remplacé dans la rotation Sinali Diomandé, qui lui, pour le coup, était le joueur qui avait joué le plus
depuis le début de saison et qui depuis se retrouve scotché sur le banc. Alors évidemment, sur 2 matchs, c'est un peu périlleux de regarder les stats de Jake O'Brien, mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est un joueur qui prend très peu de risques à la relance. Vous voyez, 91% de passes réussies, 95% dans son camp. Il n'a pas envie de faire de conneries, il n'a pas envie de perdre le ballon dans son camp et mettre l'équipe en danger. Donc ça, je trouve ça très bien qu'un joueur connaisse ses limites et n'essaye pas de faire ce qu'il ne sait pas faire. Vous vous souvenez d'ailleurs que Rudy Garcia, lors d'un match amical, avait, on va dire, pointé du doigt Signali Demondé en disant il se prend pour Beckenbauer. Voilà, Jake O'Brien, lui, il se prend pour Jake O'Brien, il y va pas à pas. Désolé pour la page qui se rafraîchit. Il y va pas à pas, il essaye de faire ce qu'il sait faire. Alors tout n'est pas parfait, loin de là. Mais en tout cas, dans la qualité de passe, il est présent. Par contre, là où on aimerait bien qu'il soit davantage présent, vous voyez aussi seulement 5 ballons perdus et demi par match, c'est très peu pour un titulaire. Seulement 40% de duels gagnés, 25% au sol, donc il en a gagné 1 en 2 matchs, quand même pas beaucoup. Déjà, il en joue très peu, 1 par match, et donc il en a gagné 1 en 2 matchs. Et là aussi, un petit peu étonnant, les duels aériens, 50% réussis. Il en a gagné 3 en 2 matchs et il en a gagné la moitié. Donc 1,5 fautes, donc il fait peu de fautes. Ça demande évidemment à voir sur la durée, mais en tout cas pour le moment, l'ami Jake O'Brien, alors il faut rendre quand même à César ce qui lui appartient. Choix de John Textor, j'ai souvent critiqué le fait que John Textor s'immisce dans le recrutement. En tout cas, Jake O'Brien, c'est une bonne surprise. Autre joueur qu'on n'attendait pas tellement, c'est Shkelly Alvero, alors qui en plus avait pas trouvé mieux que d'être en retard à la causerie au match de Brest. Avant cela, il avait joué quelques minutes, en étant d'ailleurs pas très convaincant. Alors je vais pas vous dire qu'il est convaincant maintenant, mais c'est un gagnant de l'ère Grosso, puisque depuis que Grosso est là, il l'a titularisé systématiquement et il voulait le faire à Brest. Donc lui, c'est un gagnant, mais vous allez voir que certes, il apporte sa taille, 2,2 m, ce qui évidemment est très intimidant pour les adversaires, notamment dans le jeu aérien. Donc les équipes vont hésiter à balancer des ballons hauts vers la défense, puisqu'ils savent qu'il y a Alvero 2,02 m et O'Brien 1,97 m, donc évidemment, et puis Lovren 1,95 m. Donc évidemment tout ça, ça accroît nettement la taille de notre effectif. Vous savez que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je me suis souvent agacé du fait qu'on avait des joueurs qui étaient de trop petite taille. Là pour le coup, avec Alvero, on est servi et c'est 2,2 m. Alors lui aussi prend finalement peu de risques, vous voyez 94% de réussite dans les passes dans son camp, 81% au global, ce qui veut dire qu'effectivement dans son camp c'est bien, dans le camp adverse c'est déjà beaucoup moins bien, et sur les passes longues, c'est vraiment pas terrible. Il intimide, mais je dirais que pour le moment dans l'utilisation du ballon, le compte n'y est pas. Malgré tout, ce qu'il apporte pour l'instant satisfait visiblement Fabio Grosso, même s'il est sorti assez tôt dans le dernier match. Pour qu'il devienne un joueur important dans notre effectif, il va falloir vraiment qu'il trouve la mire et que l'utilisation du ballon soit bien supérieure, car pour le moment c'est vraiment pas top. Troisième joueur et autre milieu de terrain qui évidemment est grand bénéficiaire de l'arrivée de Fabio Grosso. Alors c'est peut-être pas durable, mais ce que je constate quand même, c'est que ce joueur est parti de quasiment inconnu. Je pense qu'il y a même des personnes qui peut-être n'ont pas suivi la préparation de l'OL, donc qui n'avaient jamais entendu parler de ce joueur. Et il se retrouve titulaire en lieu et place de Corentin Tolisso. Donc c'est quand même une claque pour Tolisso, qui évidemment par conséquent fera partie des perdants de l'ère Grosso. Donc Mamadou Diawara, donc un seul match, c'est difficile de juger sur ce match-là. Vous allez le voir, les stats en plus sont pas franchement flatteuses, seulement 70% de passes réussies, 50% dans sa propre moitié de terrain, 70% dans la partie adverse, qui est plutôt bien d'ailleurs, 50% par contre dans sa propre surface, c'est pas terrible. Il a quand même récupéré 4 ballons, ce qui est très bien.
Et par contre, dans les duels, évidemment, 14% de duels gagnés. Ça fait pas rêver. Bon, c'est un très jeune joueur, hein, donc on va lui pardonner. Il était sans doute lui-même surpris d'être titulaire dans le match. À voir sur la durée, ce qu'il apporte par rapport à Tolisso, ben, c'est cette faculté de casser des lignes par le dribble. Donc je pense qu'avec plus d'expérience, peut-être moins de timidité, lui en plus ne sera pas dans des sélections, hein, donc il sera là pour travailler pendant la trêve. Comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, finalement on a des internationaux mais qui sont finalement pas très importants dans l'effectif, à part peut-être évidemment Tagliafico et Nuama, mais les autres sont dans des équipes de jeunes, hein, comme Cacré, comme désormais Ryan Cherki ou Koumbedi, donc c'est pas très très grave. Je pense quand même qu'on peut travailler avec l'essentiel de l'effectif. Donc voilà les trois joueurs, hein, Jacob Bryant, Kelly Alvero et Mamadou Diawara, qui eux ont vraiment profité de l'arrivée de Fabio Grosso. Alors c'est pas définitif, hein, on a compris que Grosso allait vraiment s'adapter à la forme du moment, mais ce qu'on peut conclure, c'est que ces joueurs sont très sérieux et appliqués à l'entraînement, et que ce que je constate, c'est que Diawara 1m87, Alvero 2m02, comme je l'ai souvent diagnostiqué, notre milieu de terrain manquait de densité athlétique, et donc ces joueurs apportent cette densité athlétique. Maintenant, il va falloir être capable de bien utiliser le ballon. Alors les perdants maintenant de l'ère Grosso, et le plus grand perdant à mon sens, hein, c'est vraiment Ryan Cherki, systématiquement titulaire en 2023, alors peut-être pas au tout début de 2023, mais en tout cas depuis de très nombreux matchs sous Laurent Blanc, et qui là, en 3 matchs avec Fabio Grosso, a été 2 fois sur le banc, et la seule fois où il est titulaire, il est sorti à la 55e minute, ce qui s'apparente évidemment à une sanction. Alors évidemment, on connaît tous Ryan Cherki, on connaît ses qualités, on connaît ses faiblesses, et il se trouve que l'exigence demandée par Fabio Grosso, que ce soit en termes d'efforts défensifs, en termes de respect des consignes, et bien évidemment c'est pas là où Ryan Cherki est attendu. Ryan, c'est un électron libre, on sait aussi que c'est un joueur qui n'a pas, on va dire, un moteur physique extraordinaire, hein, loin de là. Et malheureusement pour lui, alors on a vu quand même que dans le dernier match, il rentre à la 88e minute, hein, comme un jeune qui aurait jamais joué avec l'équipe première, donc c'est presque même vexant pour lui. Alors il peut y avoir 2 situations, soit il le prend très mal et il ne fout plus rien jusqu'au mois de janvier en espérant être transféré, soit il se rebelle, il montre qu'il peut être utile à l'équipe. On va voir d'ailleurs en fin d'après-midi, puisque j'enregistre la vidéo vendredi, ce qu'il va faire avec les espoirs. Est-ce qu'il sera titulaire? Pour le moment, je ne le sais pas. Donc c'est à lui de montrer ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'il va baisser les bras, ou est-ce qu'il va se rebeller et montrer au coach qu'il peut être utile, qu'il peut progresser, qu'il peut répondre aux attentes. Finalement, c'est un très bon test pour lui, et de montrer vraiment que c'est un joueur de haut niveau. Il aspire à le devenir. Là, il a un challenge finalement qui le ramène 1 an en arrière, à l'époque où Peter Bosz avait de forts doutes sur Ryan Cherki. En tout cas, lui, il est en difficulté, ça c'est sûr. Donc, à voir comment il va se relancer. Alors, autre joueur déclassé, évidemment, Corentin Tolisso, quand même champion du monde, joueur du Bayern, un peu celui qui devait incarner le renouveau de l'Olympique Lyonnais avec Alexandre Lacazette et les jeunes de l'académie. Alors les jeunes de l'académie, ils sont quasiment tous partis, hein. Malo Gusto, Bradley Barcola, Castello Luqueba. En plus, ils ont plutôt de la réussite, hein, puisque deux d'entre eux sont désormais en équipe de France A. Alors certes, pour jouer les remplaçants, mais bon, ils sont tous dans des grands clubs. Ils jouent des compétitions internationales, des matchs internationaux. Chelsea ne joue pas de Coupe d'Europe, mais en tout cas, évidemment, ils ne doivent pas tellement regretter, à la fois financièrement, puisque évidemment ils ont vu leur salaire exploser en quittant l'Olympique Lyonnais, mais eux qui devaient représenter l'ADN lyonnais avec Tolisso et Lacazette, font partie de l'écroulement, hein, de cette
de ce projet ADN lyonnais, à la fois parce qu'ils sont partis et parce que ceux qui restent, hormis la Casette, sont en difficulté. Alors Tolisso était extrêmement contesté, j'avais fait un sondage sur la chaîne où vous étiez plus de 90% à le voir sur le banc, et figurez-vous que Fabio Grosso a pensé la même chose que vous, puisque dans le dernier match face à Lorient, il a commencé sur le banc, et malheureusement pour lui, quand il est rentré, mon Dieu, qu'est-ce que c'était mauvais, des balles perdues de partout, des duels perdus, enfin bref, c'était vraiment abominable. Alors lui aussi, un petit peu comme Ryan Cherki, est-ce qu'il va être piqué dans son orgueil et réagir de manière positive, ou est-ce qu'il va se laisser enfoncer en attendant que le coach soit viré et qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre qui le fera jouer sur son statut? Bon, on a des échos différents remontant de Tolisso, certains qui disent qu'il essaye vraiment de se relancer, qu'il est irréprochable à l'entraînement, et d'autres qui disent que lui aussi il en a marre d'ores et déjà de Fabio Grosso. Donc on sait pas trop. Nous, de toute façon, comme on n'a pas forcément la vision de ce qui se passe à l'intérieur, on va juger évidemment ses prestations sur le terrain. S'il joue encore beaucoup, bon, je pense qu'il va rejouer, vous mettez pas un mec à 5 millions annuels sur le banc. Mais bon, c'est à lui de réagir. Donc on va voir comment il va réagir dans la même veine que Ryan Cherki. Autre joueur assez perdant, même si bon, il n'avait pas un grand rôle dans l'équipe, mais rappelons-nous que cet été, Laurent Blanc voulait faire venir Morgan Sanson, et cette demande avait été rejetée par Mathieu Louis-Jean, qui voulait que Laurent Blanc donne plus de responsabilité à Mohamed El Arouche. Il faut dire que Mohamed El Arouche a un contrat jusqu'en 2025, et donc comme c'est un joueur qui est plutôt respecté sur le plan technique, on a envie bien entendu de le voir à l'œuvre, et évidemment s'il ne joue pas, sa cote, vous le voyez, alors actuellement elle est à 2 millions, c'est quand même famélique. Et le problème, c'est que Mohamed El Arouche, il a perdu totalement sa place dans la rotation, parfois même pas présent à l'entraînement de l'équipe 1, il n'a pas été appelé une seule fois par Fabio Grosso. Alors bon, je ne sais pas si Fabio Grosso, comme moi, est inquiet par rapport à la taille de Mohamed El Arouche, 1m66. Je sais bien qu'il n'y a pas que la taille dans le foot, évidemment, il y a la technique, mais bon, quand vous avez les deux, c'est quand même plutôt pas mal. Et quand vous n'avez que la technique et pas la taille, en Ligue 1, en tout cas, c'est très difficile parce que c'est un championnat qui est hyper physique. Et je pense que Mohamed El Arouche, ça le pénalise énormément. C'est triste pour lui. Je pense que malheureusement, si la situation ne change pas, il faudra aussi envisager pour lui un départ, parce qu'on ne peut pas laisser lui ou Ryan Cherki entrer dans leur dernière année de contrat en ne leur donnant pas du temps de jeu. Un autre qui est passé de titulaire à je ne joue plus du tout, et parfois même pas dans le groupe, comme c'était le cas à Reims, c'est Douillet Kaletachar. Donc recruté cet été d'abord pour être en association avec Lovren ou Castello Luqueba, et qui ensuite a remplacé Castello Luqueba, et là qui remplace nulle personne puisqu'il ne joue plus du tout. Alors c'était assez triste parce qu'il y avait des images de l'arrivée des joueurs lors du match contre Lorient, l'arrivée des joueurs dans les vestiaires, et vous aviez le pauvre Kaletachar, tête basse, qui savait sans doute qu'il ne jouerait pas ce match-là. Bon, c'est assez terrible. Alors lui, il a un contrat un petit peu particulier puisqu'il a été prêté à l'Olympique Lyonnais, un prêt payant du montant de son salaire. Enfin bon, encore une petite magouille. Vous savez qu'en France, les prêts obligatoires ne sont pas acceptés, donc lui, il va sans doute retourner à Southampton à la fin de la saison, parce que je ne le vois pas rester à l'OL. D'ailleurs, il demandera peut-être même à partir au mois de janvier. De toute façon, je pense qu'au mois de janvier, il y aura énormément de départs. En tout cas, lui, gros perdant, puisqu'en plus, il ne jouait déjà pas quand Lovren n'était pas là. Donc avec le retour de Lovren, ça fait une rotation en moins. Donc il va falloir qu'il sorte les doigts, si vous voyez ce que je veux dire, pour retrouver sa place. Mais en tout cas, pour le moment, il n'est plus du tout dans les petits papiers du coach. Alors un dernier qui, lui, pour le moment, est encore dans les papiers du coach, mais ça pourrait ne pas continuer, c'est Mama Baldé.
Mama Baldé qui lui, contrairement aux autres, a eu du temps de jeu, a même été titulaire et qui fait un début de saison absolument dégueulasse. On va regarder un peu ses stats parce que ça fait pleurer. Ça fait pleurer. 0 but, ça ne nous surprendra pas trop. 0,41 XG, hein, donc d'une certaine manière, il y a pas grand-chose à retirer de ses prestations offensives. Alors vous me direz, il évolue dans une équipe qui se procure très peu d'occasions, donc c'est un peu logique. Il avait 0,58 potentiel passe décisive, finalement, ça n'a pas été le cas. Ce qui est embêtant, c'est qu'il perd beaucoup de ballons. Il perd beaucoup de ballons, 54% dans la surface adverse. En duel, il gagne rien du tout. Pourtant, il nous paraît assez costaud. Mais vous voyez, 33% de duels gagnés en tout. En tout. C'est vraiment pas bon. 9 balles perdues par match. Et puis, évidemment, sa balle perdue contre Lorient, que j'ai qualifié et que je continue de qualifier de crime contre l'équipe. Je suis désolé, c'est un terme très fort, mais je vois pas ça autrement. Comment peut-on perdre un tel ballon dans un match qu'on avait en main? Enfin, franchement, c'est pas possible. Alors lui n'a pas encore perdu sa place, mais si Fabio Grosso est un peu revanchard, croyez-moi, Mama Baldé va falloir du temps avant qu'il retrouve du temps de jeu. Alors n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, quels sont peut-être les autres joueurs qui ont gagné ou perdu du crédit. Alors des joueurs soit qui n'en avaient pas et qui en ont maintenant et inversement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.